Elle s'appelle Caroline Ehrlich, elle habite au kibbutz et ce depuis 30 ans. Alors comment c'était la vie au kibbutz? Comment c'est aujourd'hui? On va pouvoir en parler avec elle et surtout parler de son Aliyah. C'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous. Caroline, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir parce que vous êtes en Israël depuis 21 ans. Ouais, c'est ça. Donc ça commence à faire pas mal de temps. Oui, ça a filé. La vérité, ça a filé. Ça a filé et puis vous avez fait un choix d'Aliyah, on va dire un peu particulier parce que vous êtes directement arrivé au kibbutz et vous n'en êtes pas parti. Oui, tout à fait. Il y a 23 ans, quand on a décidé de faire notre Aliyah, et on a commencé à penser sérieusement à venir au kibbutz. Et on habitait à Paris, mon mari était prof, moi j'étais juriste dans une banque. On avait 2 filles et demie, non 2 filles même. Et on était bien, il y a 23 ans ça allait encore, enfin on était vraiment bien, mais on savait qu'on n'allait pas continuer à vivre en Pourquoi? Parce que vous étiez religieux, vous étiez sioniste? On était religieux mais surtout sionistes. D'accord. Mon mari quand il était jeune voulait faire son Aliyah, puis pour des raisons techniques il n'a pas pu le faire. Moi je savais que j'avais envie, mais toute seule je savais que je le ferais jamais. Vous aviez fréquenté les mouvements de jeunesse, j'imagine. Voilà, c'est ça. Lui était au Bnei Akiva, moi j'étais au ZEI. J'avais beaucoup d'amis qui étaient partis au Mahon avec les ZEI, qui ont fait leur Aliyah, et j'avais toujours beaucoup d'admiration. Et puis, de toute façon, toutes nos activités étaient la plupart du temps tournées autour d'Israël. Et donc, quand on a commencé à en parler, on avait donc 2 filles. Et notre grande fille avait donc 3 ans. Et on s'était dit qu'on ferait notre Aliyah l'année avant qu'elle rentre à l'école primaire, exactement. Parce qu'on voulait qu'elle ait quand même une année de GAN pour respirer. Et puis voilà, et puis comme on était tous les deux assez motivés, on avait quand même une éducation des mouvements de jeunesse, on n'avait pas envie de faire une Aliyah de Paris à Jérusalem ou à Tel Aviv. Un classique. Voilà. On s'était dit, viens, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus chaloutzik. Et on a réfléchi, on a commencé à penser au kibbutz. Et à ce moment-là, on avait des amis qui étaient en shlichut en France, qui habitaient dans un kibbutz. Et dès qu'on leur en a parlé, ils nous ont branchés sur le kibbutz Ein HaNatziv. On est venu passer quelques temps l'été avant notre Aliyah pour voir si comment ça se passait. Bien que 3 semaines, c'est pas encore toute une vie, mais ça donne une idée. Voilà. Et puis surtout à l'époque, c'est à Vallée de Beth Shean. On s'est vite rendu compte qu'on allait bien chauffer au mois d'août. Il fait très chaud. Donc ça s'appelle aujourd'hui Emek HaMa'ayanot. Voilà, exactement, parce qu'il y a plein de sources. C'est vraiment une région qui est très belle. On voit quelques images à l'écran, ça a l'air très très beau, effectivement. Le kibbutz, les paysages alentour. Là, je crois que c'est une photo du kibbutz, magnifique. Voilà. C'est une région magnifique. Et mon mari qui fait beaucoup de vélo dit toujours qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger pour voir des paysages magnifiques. Et notre vallée est suffisante, et puis tout le pays de manière générale. Ouais, on trouve tout ici, ça c'est sûr. Donc vous êtes arrivés avec vos enfants. Donc finalement on est venus, alors on avait nos 3 filles, puisque ma petite dernière avait 6 mois quand on est monté. Ouais. On est arrivé au kibbutz. C'était quand même un peu le choc. Oui, mais enfin, vous savez, c'est choc, c'est surtout l'émotion, c'est l'excitation de la nouveauté. C'est vraiment passé de tout, de Paris à Ein HaNatziv, de tous nos amis à peu de gens qu'on connaissait. Notre famille aussi restait en France. La plupart, à part la sœur de Marie qui habite en Israël, on n'avait pas de famille en Israël. Mais c'était la sensation de vraiment réaliser un rêve. Et donc, au début, moi, je ne parlais pas du tout l'ivrite quand je suis arrivée. Ça, c'était quelque chose qui vous a beaucoup accompagné, parce que quand on est juriste, le matériel dont on se sert, c'est la langue. Voilà, exactement. Et vous rêviez de retrouver un niveau de langue identique. Ça n'a pas été le cas? Aujourd'hui, j'espère que oui. J'arrive à rédiger des lettres correctes. Je m'exprime. Je supporte pas de m'entendre avec mon accent français, mais il n'y a rien à faire. Les Israéliens adorent, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que donc j'ai fait mon oupan d'ivrit immédiatement dès que je suis arrivée. Parce que vous avez travaillé tout de suite dans le kibbutz. Et en même temps, j'ai travaillé à la lingerie du kibbutz. C'était l'endroit où il n'y avait pas trop de gens avec qui parler, donc ça allait. Mais ça m'a permis effectivement de pratiquer très rapidement l'ivrit que j'apprenais à l'Ulpan, et de faire suffisamment de progrès pour avancer et commencer mes équivalences en droit que je voulais faire dans tous les cas. Je pensais que c'était... Je ne savais pas si j'allais m'en servir, mais je me disais, tout ce que j'ai fait en France, je ne veux pas le balayer d'un coup.
Et donc, j'ai passé mes équivalences de droit après 2 ans j'étais en Israël. J'ai fait un stage comme obligatoire. Vous avez suivi le parcours. Donc le vrai parcours, voilà, c'est ça, exactement. L'examen du barreau, vous avez tout fait, vous avez exactement. tout eu. J'ai eu. Donc, vous avez le diplôme, le droit d'exercer en tant qu'avocat aujourd'hui, mais bien que vous ne vous en soyez pas vraiment servi. C'est ça, exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes arrivé dans ce kibbutz, c'était encore un kibbutz qu'on appelle communautaire, donc un vrai kibbutz où tout était mis en communauté, vous ne receviez pas de salaire pour votre travail, vous aviez un budget pour vivre et pour subvenir à vos besoins. Est-ce que c'est toujours comme ça ? Depuis le mois de janvier de cette année, non. Notre kibbutz a changé. Bon, il y a beaucoup de kibbutzim qui l'ont fait depuis longtemps. Ouais. Notre kibbutz, c'est ce qu'on appelle, c'est privatisé. Il est devenu ce qu'on appelle un kibbutz mitradej, un kibbutz renouvelé. D'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans les années 80, les kibbutzim allaient très mal. On subit une crise aussi due à la crise économique, mais aussi à la crise de la population. C'est-à-dire que les jeunes quittaient le kibbutz parce que ça leur convenait plus d'être tellement dépendants de tout ce qui se passait. Parce que pour s'acheter, je sais pas moi, un iPod, un iPhone, une chaîne IFI, n'importe quoi, il fallait un appareil photo. Je vais vous dire, mon kibbutz, par exemple... Il fallait demander l'autorisation. Voilà, exactement. Dans mon kibbutz, premièrement, le téléphone est rentré dans les maisons en 1982. C'est quand même pas si vieux que ça. Vous faisiez comment ? Moi, j'y étais pas, mais encore, oui. Il y avait un central et avec la secrétaire du kibbutz qui prenait les appels et qui appelait les gens. C'était un peu compliqué, surtout quand il y avait des guerres et que c'était un peu stressant. Mais je pense que c'est à cause de la guerre du Liban qu'ils ont fait rentrer les téléphones dans les maisons. Mais par exemple, un de mes amis, qui était d'ailleurs un francophone qui habitait dans le kibbutz, a eu en cadeau une télévision de quelqu'un de sa famille de l'étranger. Et ça a fait beaucoup de problèmes. Ils ont été obligés de donner la télévision à la communauté, que chacun... Enfin, c'est une vie particulière. Et ça ne convenait pas aux jeunes. Donc les jeunes ont quitté et les kibbutzim se sont retrouvés vraiment en crise. Il y a beaucoup de kibbutzim qui ont fait faillite. Et heureusement, dans les années 90, il a commencé à être mis en place un nouveau statut de kibbutz. De privatiser le kibbutz, tout en restant un kibbutz dans la mesure où il y a encore une entraide entre les gens dans le kibbutz, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de vivre à côté de quelqu'un qui n'aura pas à manger et qui ne pourra pas soit malade et qui voilà, exactement, exactement. Voilà. Donc encore l'esprit d'entraide et de solidarité, mais avec l'indépendance financière, sociale. Ça veut dire que donc aujourd'hui on travaille au kibbutz, mais on reçoit un salaire. Voilà, exactement. Donc alors vous qui avez travaillé une bonne partie de votre vie au kibbutz, on n'a pas dit ce que vous faisiez, mais vous allez nous raconter tout de suite. Sans salaire, aujourd'hui vous percevez un salaire pour le même travail. Voilà, ça doit faire bizarre. Oui, c'est pas désagréable parce que c'est un peu plus que quand même. Ouais, mais oui, et c'est-à-dire que c'est surtout que malgré tout, les gens ont besoin de se valoriser dans leur travail. Et le salaire, c'est une des valorisations de leur travail. Il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que c'était important. Jusque-là, la lingère de base et le PDG de notre usine qui travaillait des heures et des heures gagnaient finalement la même chose à partir du moment où ils avaient le même nombre d'enfants. Donc, il y avait une certaine pour les jeunes... Alors, ceux qui habitaient dans le kibbutz, par exemple, même nous, quand nous sommes arrivés au kibbutz, on avait décidé de jouer le jeu. On savait que ça allait être comme ça, il n'y avait pas de problème. Mais les jeunes, non. Les jeunes surtout les jeunes qui sont nés dans le kibbutz et qui voient ce qui se passe à l'extérieur, ont envie d'autre chose. Et le seul moyen de les retenir, c'était de les faire revenir ou de faire venir des jeunes, c'était effectivement de changer les statuts du kibbutz. Et je pense qu'on est arrivé à un bon compromis, parce que c'est un compromis entre la liberté et la solidarité quand même. Ok. Alors, vous travaillez dans quoi dans ce kibbutz ? Alors moi, je travaille dans l'usine du kibbutz qui s'appelle Palsiv. En fait, on a une filiale de Palsiv qui fait du plastique. Notre filiale fabrique des pièces pour les voitures et les exporte. On a des clients comme Volkswagen, Volvo, des gros clients. Et je travaille dans l'exportation, le service export. Je m'occupe des envois, des commandes, des clients. On a peu de clients français, on en a dans le monde entier. En fait, cette usine qui a commencé dans les années 70 comme une petite usine qui devait faire du plastique pour les grenades, pour recouvrir les grenades, est devenue aujourd'hui un groupe international avec des usines en Roumanie, à Mexico, en Amérique. Et voilà, et c'est comme ça que
alors, j'ai trouvé ma place là-dedans. La vérité, je pars le matin en vélo, je dois mettre à peu près 2 minutes pour arriver au boulot. Pour arriver au travail. Là, ça va commencer à vous jalouser. Là, attention. Bon, au retour, ça monte un peu. Alors, je mets peut-être quelques secondes de plus, mais c'est une vie agréable, quoi, malgré tout. La qualité de vie dans mon kibbutz, en tout cas, est incroyable. Alors, vous avez élevé aussi vos enfants qui ont adoré, qui voilà. ont profité, on va dire, de cette vie au grand air. Tout à fait. De jouer avec les copains, les voisins. Voilà, donc ça, c'était chouette. Les enfants, effectivement, les petits sont dans leur groupe d'enfants dans le kibbutz jusqu'à l'école primaire. Après, l'école se trouve juste à côté du kibbutz. L'après-midi ou les vendredis ou les jours de vacances, ils sont pris en charge par les moniteurs dans le cadre des éducations informelles. Et à partir de l'âge de 11-12 ans, les enfants sont obligés de travailler, de donner des heures été. Encore aujourd'hui, ils le font encore aujourd'hui, donner des heures au kibbutz parce que à la fin de tout ça, les jeunes reçoivent des études, reçoivent le permis de conduire, etc. Recevaient même des vacances qui leur étaient payées par le kibbutz. Et donc, il fallait donnant. Il fallait les responsabiliser. Mais ce qui est incroyable, c'est que mes filles me disent que quand elles commencent, elles travaillent la plupart, enfin les deux. Bon, il y en a une qui est soldate actuellement, qui est officier à l'armée, mais elles me disent que quand elles arrivent pour un entretien, le fait de dire qu'elles ont vécu dans un kibbutz, c'est un plus parce qu'on sait que les kibbutznikim ont une vraie culture du travail, ça veut dire n'ont pas peur de travailler. Et je pense que les jeunes, je les vois, je veux dire, vous savez, les jeunes, tout jeunes qui sont boucles d'oreilles, etc. Mais s'il faut bosser, on bosse. Il faut bosser, on bosse et ils n'ont pas peur de travailler, ce qui est sympa. Alors, je vous fais parler du kibbutz, oui. ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de candidats à l'Alia qui s'intéressent à cette question du kibbutz. Et c'est vrai que les réponses ces derniers temps étaient non, on fait pas de. C'est très compliqué de rentrer dans un kibbutz, de faire son Alia au kibbutz, c'est pas possible, etc. Or, il existe un programme que les francophones connaissent peu, donc c'est l'occasion que vous me donnez aujourd'hui d'en parler, c'est Beit Rishon Moledet. Alors, ça veut dire que lorsqu'on est au Lechadash, ou en tout cas lorsqu'on veut faire son Alia, on peut venir s'installer au kibbutz. Voilà. Même dans un kibbutz privatisé. Oui, bien sûr. D'accord. C'est un programme de, je sais pas il est limité dans le temps, ça je sais. Bien sûr, il faut avoir un certain âge, il faut avoir un certain âge exactement, il faut avoir une famille, etc. Il faut avoir des enfants. L'agence juive, enfin l'agence juive ou les agences qui s'occupent de la Alia, ce programme permet d'être pris en charge et de faire finalement son Alia de manière un peu plus douce. Oui, parce qu'on arrive dans un milieu, on va dire fermé entre guillemets, voilà. Qui permet vraiment de parler l'hébreu, d'avoir exactement. De trouver un travail. Les enfants sont pris en charge, donc les parents ont le temps d'étudier. Il y a plein de choses. Voilà, exactement. Et franchement, bon, nous, dans notre kibbutz, on a eu quelques familles, pas énormément, mais je sais que du côté de l'Europe de l'Est, par exemple, c'est un programme qui marche bien, apparemment. Ouais. Par contre, les francophones, effectivement, ne sont pas tous au courant. J'ai eu la chance l'année dernière de faire un peu le tour de la France avec l'OMS pour parler du kibbutz. L'Organisation sioniste mondiale. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, les gens découvraient, j'ai pu donner les coordonnées à certaines personnes qui étaient intéressées. Je pense qu'effectivement, le kibbutz, nous, quand on est arrivé au kibbutz, en vérité, on s'était dit, bon, on va commencer par le kibbutz, ça va nous permettre de nous intégrer doucement et après, on verra. Bon, ça fait 21 ans, mais on est heureux, on est bien. L'avantage du kibbutz, si vous voulez, c'est que je vous ai décrit ce que je fais comme travail, mais à part ça, je m'occupe aussi de la commission de Mevaker, ça veut dire la commission qui doit contrôler que tout se passe bien dans le kibbutz. Mon mari s'occupe de la commission des sports. Je me suis occupée à l'époque de la commission de la tzedaka. C'est-à-dire que c'est une vie pleine de sens où on s'occupe des autres. Voilà, exactement. On s'occupe de soi aussi, enfin, on s'occupe de faire évoluer la société dans laquelle on vit. Voilà, exactement, c'est comme ça. C'est gratifiant. On se sent vraiment complètement intégré dans un vrai projet et surtout on se sent responsable de ce qui va se passer parce que le kibbutz c'est nous quoi. C'est ça. Il faut, si on veut qu'il tienne et là on est en train de vivre dans notre kibbutz une révolution. Une révolution, il faut que ça tienne. C'est pas, ça se fait pas comme ça. Vous allez tout faire pour que ça marche. Ben oui. Ouais. Bon, en tout cas, alors juste pour ceux qui sont intéressés, parce qu'après tout, puisque c'est ouvert aujourd'hui, on peut venir habiter au kibbutz. On loue pendant 2 ans, c'est ça ? Alors pendant 2 ans, oui, on habite au kibbutz, on est résident. En général, on loue une maison effectivement libre au kibbutz. Au bout de ces 2 ans, en général c'est 2 ans. D'abord, avant tout, il y a quand même une commission qui décide si vous êtes
apte. Voilà, exactement. Déjà, même pour essayer. Ouais. À la fin de ces 2 ans, la commission d'intégration va vous proposer de devenir Chaverim du kibbutz. Mais Chaverim dans le nouveau kibbutz, c'est un peu différent de ce que c'était quand nous, on y est arrivés. Il faut payer un droit d'entrée. Voilà, il faut payer un droit d'entrée qui a... assez important. Qui aujourd'hui, oui, tourne... Enfin, je ne connais pas le chiffre exact, je ne vais pas dire, mais autour des 100 000 shekels. Et puis, il y a la possibilité de construire une maison dans le kibbutz, qui était impossible avant. Donc, il y a tous les avantages, quoi. Oui, il y a les avantages avec... évidemment, il faut aimer vivre dans un cercle qui est quand même un tout petit peu plus C'est sûr fermé. que c'est pour certaines catégories de personnes, Ouais. ceux qui aiment la nature, et en même temps les Je gens, pense, et oui. voilà. Et on a qui vivent énormément un certain de- idéal sioniste quand Tout même. à fait, C'est tout vrai à que ça fait. reste. Oui. Alors justement, puisqu'on parle de sionisme, est-ce que le vôtre a évolué? Est-ce que vous avez un autre regard sur la société israélienne? Est-ce que vous êtes... Écoutez, quand on est arrivé il y a 21 ans, bon, d'abord, je dois dire que j'aime beaucoup les Israéliens, même si c'est pas facile. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que aujourd'hui, après donc... même depuis une dizaine d'années, je me rends compte que l'influence des francophones en Israël se voit énormément et a beaucoup marqué l'évolution de la société. Ces 10 Moi, je le dernières vois années, comme ces ça. 15 dernières Je années pense- ouais. je le vois comme ça parce que En bien oui, je pense en D'accord. très bien même, parce que je pense que ce pluralisme qui existe en France dans le judaïsme français, en tout cas que moi j'ai vécu au ZEI, mais je pense qu'il existe quand même plus qu'en Israël. En Israël, quand on est arrivé, il y avait quand même beaucoup de cases, voilà, de gens exactement. à mettre dans les cases, Voilà. et surtout de Et ne pas les en je sortir. pense que les francophones, alors peut-être que Ouais. les Américains aussi, mais je pense plutôt les francophones ont réussi à un peu casser ces cases. Et finalement, aujourd'hui, à Tel Aviv, quand je me promène, bon, j'ai mes parents qui habitent Tel Aviv depuis 8 ans, et donc je passe souvent des Shabbatot là-bas. Eh ben, je vois autant des gens qui sont assis au bistrot que des gens qui se promènent avec le talit, qui reviennent de la synagogue. Ça vous plaît, ce Et pluralisme ça me plaît, qui- oui, qui- exactement. Je qui pense éclot dans la et société je vois qu'à israélienne. Jérusalem, c'est la même chose. Ouais. On fait de plus en plus d'efforts pour qu'il y ait quand même des choses à faire pour les jeunes, parce que Jérusalem était un petit peu en désavantage par rapport à Tel Aviv. Et puis quand je vois le Kikara Musica, qui a été finalement créé par un Français, je me dis c'est un plus incroyable. Bon, Je veux dire, quand on je vois salue s'il nous écoute. j'amène mes copains là-bas, et les gens sont épatés. Je veux dire, c'est des restaurants cachers avec de la musique, mais qui rassemblent tout le monde. C'est exactement le but de la manœuvre. Voilà, et C'est vrai. je pense que pour ça, je parle du judaïsme français, c'est ce qui me concerne le plus. Je pense que les francophones ont réussi quelque chose là que quand on est arrivé en Israël, je sentais moins. Bon, ils n'ont pas encore vraiment d'influence politique, par contre. Bon, après ça, je suis moins. J'avoue que là, je suis. On n'en est Je pas dis encore là. chacun doit décider ce qu'il veut. Ouais. En tout cas, vous trouvez que dans la société israélienne, Oui, on sent vraiment, l'influence des francophones. vraiment. Et je vais vous dire, quand on est arrivé au kibbutz, j'étais contente de vivre au kibbutz parce que justement, dans le kibbutz, il y avait un pluralisme. Vous voyez, j'ai pas les cheveux couverts, mais on est un kibbutz religieux. On est un kibbutz Bnei Akiva. Il y a des femmes qui ont les cheveux couverts, il y a des femmes qui l'ont pas. Je veux dire, j'aimais ce côté pluraliste que quand je me promenais à Jérusalem, c'était pas toujours évident. ouais. Et aujourd'hui, je pense que on a ça de plus en plus. Et Et ça, quand ça je vous vois plaît. les Français à la plage, mais qui vont finir avant Shabbat pour pouvoir être à l'heure à la synagogue. Alors, je dis les Français, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on entend le plus. Mais, Ça aussi, ça vous séduit. oui, ça me vous séduit. Et réjouit même. je pense que la société... Et puis quand on voit finalement Madame Chaked, qui n'est pas religieuse, mais qui est quand même se présente avec des religieux dans son parti, ça montre qu'on n'est plus obligé de se cloisonner complètement. Et j'espère que la société israélienne va Évoluera. continuer dans cette... Alors, quel dans est le ce sens-là. moment où vous vous sentez le plus israélienne? C'est un peu kitsch, mais c'est Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. Ça, c'est des moments... chaque année, je me dis, si j'ai bien fait de venir en Israël, c'est ce jour-là, quoi. C'est ma place. Je pense que c'est... Parce que je me sens faire partie intégrante d'un vrai projet. En étant là-bas, que ce soit Yom HaZikaron, malheureusement, c'est pas toujours... ce sont des choses très tristes. Mais Yom HaAtzmaut... le 14 juillet, ça ne m'a jamais vraiment parlé. Par contre, le Yom HaAtzmaut, je suis heureuse, je fête. Je me surprends même, je me suis surprise à m'acheter des drapeaux qu'on met sur la tête, Julien.
C'est parce que vraiment, je me sens partie intégrante de ce projet-là. Et finalement, ce qu'on a fait au kibbutz en petit, en Israël, on le ressent en beaucoup plus grand, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé avec beaucoup de sincérité de cette alia, de ce parcours, du kibbutz. Ça donnera peut-être des idées à d'autres. Ah oui, bienvenue. On peut donner vos coordonnées si certains ont envie d'avoir plus de précision, plus de conseils. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ok. Est-ce que vous avez une page Facebook ? On va commencer par le début. Moi, j'ai un profil Facebook. Un profil Facebook. Oui. Alors, on va vous taguer, comme ça, vous pourrez rentrer en contact avec elle, avec Caroline Ehrlich. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci à bientôt. beaucoup. De rien. Bien. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.